Bonjour, c'est Macadamaran de la Gazette de Rennes-le-Château. Nous sommes donc au Jardin de Marie, à Rennes-le-Château, et je suis avec Axel Grezli. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Alors, raconte-nous un peu ton parcours de Rennes-le-Château. Tu es arrivé en 1980, enfin tu es venu la première fois en 1980, et donc je précise aussi que tu es le trésorier de Terre de Rédaï. Terre de Rédaï, c'est récent. Ouais. Voilà, avec Merlin Delrieux, président. Voilà, qui est le président. Bon, il y avait d'autres présidents avant, bien sûr, hein, parce que ça va de très loin. Alors, raconte-nous un peu ton parcours et ta passion pour Rennes-le-Château. Alors, le parcours est très simple. On est en 1980, je rentre du Tibet. J'avais fait un reportage sur le Potala. Et en rentrant, le téléphone sonne et on me propose deux reportages, l'un dans les Templiers du Verdon et le second, le chef d'agence me dit un bled à côté de Carcassonne où un curé a trouvé un trésor. Bon, à partir de là, j'ai dit, écoute, je vais aller dans l'Aude. On est en février. Donc j'arrive le matin, il faut s'imaginer en 1980, hein, voilà, Rennes-le-Château c'est une île, c'est-à-dire qu'elle est entourée de brume, voilà. On se garait au-dessus, là, près de la tour Magdala, et je découvre ce village pour la première fois, donc j'arrive tôt, hein, j'arrive, il est à peu près 9h du matin, 8h30, 9h, et bien sûr j'attends qu'on ouvre l'église. Et à partir de là, je n'ai pas cessé depuis maintenant de 80 en 2025 à venir régulièrement à Rennes-le-Château et au rythme de... Alors, dans les années de 2012, on venait souvent parce que par rapport au phénomène du garage, mais on va dire la moyenne c'était entre 5-6 fois par an. Et tu es d'une région, le Var, hein, comme Eridan Dastor qui était avec nous tout à l'heure le dit, le Var, le miroir de l'Aude. Il y a justement plein de choses, hein, Montfort-sur-Argent, sur Combes, comme sur Artuby, d'Alliance. Il y a toute une symbolique ésotérique très très forte, qui est comme un miroir avec l'Aude, avec le château, et le Var est très très riche en histoire. Alors d'abord en histoire oui, puis bon il y a une présence templière qui est énorme parce que il y a plusieurs commanderies officielles. Montfort-sur-Argent. Voilà, donc. Alors Montfort-sur-Argent n'est pas considéré comme une commanderie, c'est un château, c'est une place forte. C'est peut-être la seule place forte qu'il y a dans le Var pour les Templiers. C'est plus ça. Voilà. Et les commanderies templières sont Beaulieu, donc un quartier de Toulon qui il n'y a plus aucune trace. On a hier avec la tour des Templiers, c'est tout ce qui reste. Et après, on monte un petit peu dans les terres. On a Ruhou, qui est la commune de Villecroze, mais les gens le situent beaucoup du côté de l'Orne. On a Régus, Brasse et Fréjus. Voilà. Grosso modo, les commanderies. Et à partir de là, les seigneurs vont offrir les terres, ils vont s'étaler. Et bien sûr, je pense qu'il y a à peu près plus de 100 villages qui appartenaient aux Templiers. Montfort-sur-Argent, on rappelle que c'est la grande époque de Gérard Couette. Oui, voilà, c'est une époque, Gémigueux, etc. Voilà, Gémigueux, l'Ordre Vert, où c'était inspiré de... Voilà, alors, mon grand-père Guithieu avait bien connu Gérard Couette. Ah ouais, et Gémigueux aussi. Alors Gémigueux, lui, il allait souvent au Moulin du Soleil rencontrer Paul Amoros, il y avait Guitarade aussi. Bon, il faut vous dire quand même qu'on est dans les années 80-90, donc il n'y avait pas une communication, il y avait très peu de communication, il n'y avait que le téléphone fixe. Et ils arrivaient à remplir les salles pour pouvoir faire leurs conférences. Et Gémigueux est venu une bonne dizaine de fois dans le Verdon. Oui. Et tu as d'ailleurs sorti Histoire et légende du Var. Donc tu as fait plusieurs en fait livres sur le Var. Oula, alors moi j'ai... Il y en a un qui arrive aussi. Ouais, il y en a 33 lieux maudits sur le Var, à bientôt là. Alors
j'ai écrit à peu près, on va dire, un peu plus de 100 livres. J'en ai écrit avec la bande dessinée 5 sur Rennes-le-Château. Ouais. Rennes-le-Château sur les chemins de légende. Voilà, sur les chemins de légende. 2015. Voilà. C'est sur Sonnières, le domaine. Voilà, c'est une façon de visiter Voilà, on reviendra. C'est une façon de visiter c'était en fin de compte pour les gens qui connaissent pas trop l'histoire de Rennes et qu'ils arrivent dans le village, ils prennent le guide et au fur et à mesure, ils se promènent et ils ont les explications. Donc c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Hein. D'ailleurs, il n'y en a plus, je crois. Ça avait été tiré, on avait tiré à 3000 exemplaires, donc il en reste, je crois qu'il en reste à peine une dizaine. Voilà. Et le reste, c'est un peu, c'est histoire et légende, parce que je suis spécialiste dans les légendes et dans les guides touristiques de la curiosité et de l'étrange. Voilà. Donc le dernier en date, c'est le Verdon, voilà, qui là aussi était, on arrive à épuisement. La Sainte-Baume, il n'y en a plus. Et après, donc voilà, donc bien sûr le Var, ça reste mon département, c'est là où j'habite, c'est là où j'ai mes enfants, mes petits-enfants. Et c'est un éditeur qui était M. Faraco à l'époque, a demandé de créer une nouvelle collection. C'était Histoire et légende du Var. Ça, c'est vrai. Il y a plusieurs tomes en fait. Il y en a 10 sur le Var avec deux hors-séries sur hier. Collection mystère aussi. Ça, c'est sur Nostradamus. Voilà. Également médecin. Voilà, je vois que tu es bien informé. Oui. Et donc là, ça a pris il y avait une vague déferlante. Là. Il n'y a jamais personne qui avait fait les légendes du Var. On y trouvait simplement des petits paragraphes à Tchou. Donc il y a eu un travail d'archives énorme. Alors moi, je ne peux pas écrire si je ne vais pas sur les lieux. Donc je vais dire partout, il y a eu les légendes que j'ai écrites, je suis allé sur les lieux. Alors on peut trouver des traces. Et dans d'autres endroits, ça a disparu, parce qu'il y a une urbanisation qui est très forte. Et en 2017 aussi, tu avais écrit sur le chemin de légende, donc toujours une balade autour de Rennes-le-Château, 2017. Alors, 2017, voilà, donc ça a été un petit peu avec une entente avec, à l'époque, les portes de Rennes et la librairie, maintenant des chercheurs. Et c'est vrai que Rennes-le-Château aspire tout. Et les gens, c'est dans les tours opérateurs, il y a Carcassonne, Rennes-le-Château et Montségur, grosso modo. Et pourtant, à part les initiés et les gens qui connaissent beaucoup l'histoire de Rennes, il y a autour du village de Rennes, il y a beaucoup de choses. Alors, je ne parle pas du Bugarache, mais il y a beaucoup de choses à voir, ce qui était intéressant. Donc, je voulais élargir un petit peu. Dire aux gens, maintenant vous avez visité Rennes, maintenant il faut visiter les alentours de Rennes qui sont extraordinaires. Voilà. Et donc, moi, c'est un livre que je dis de moi, mais qui a très très bien marché. Voilà. Et en ce qui concerne donc Terre de Redae, l'association, tu peux raconter un peu son histoire, le parcours de Terre de Redae, sa naissance. Alors là, dans les grandes lignes. Oui, dans les grandes lignes. Bon, c'est un magazine qui avait été créé par, alors si je m'en souviens bien, c'était Antoine Capier et Pierre Corbu, qui ont été les présidents, et qui avait mission de parler de tous les mystères qui entourent le village de Rennes-le-Château, et pas que, parce qu'ils ont fait aussi d'autres articles sur le Blanchefort, avec Georges Kiss qui nous a quittés récemment, sur les Templiers. Voilà. Et voilà, donc elle a fait son chemin, elle a eu plus de 400 adhérents. À un moment donné, elle est montée au pic. Voilà. Elle a été prise, donc il y a eu plusieurs, il y a eu Bernard aussi qui est parti l'an dernier, qui a été président, voilà, etc. Et le dernier président avant Merlin, c'était Christian Doumergue, qui a fait qui a repris, qui avait mené ça de main de maître, qui après... avec des conférences à l'appui aussi. Des conférences à l'appui, à la capitale, il y avait du monde, etc. Et puis, après, il a fallu un second souffle. C'est un petit peu endormi. Ça revient, c'est le numéro 1 d'un nouvel essor. Voilà, c'est ça. Renaissance. C'est ça, donc elle s'était un peu endormie. Le Félix qui renaît de ses cendres. Le Félix qui renaît de ses cendres. Et Christian Doumergue a contacté Merlin. C'est un jeune chercheur qui fait Polytechnique, qui est brillant, qui est un peu en recul dans une analyse un peu sur l'affaire de Rennes.
et qui Il fait des conférences à Montolieu où tu as participé aussi. Voilà, il fait des conférences à Montolieu où j'ai fait Histoire et légende sur l'Aude il y a 2-3 jours. Et la première personne qui m'a appelé, il m'a dit ok, il a dit à Christian, je vais réfléchir, il m'a appelé, il m'a dit Axel, moi je veux bien partir, mais il faut des gens que j'ai confiance et qui connaissent l'histoire de Rennes mieux que moi. Donc j'ai dit écoute, allez Bigogo, si tu veux je veux te donner un coup de main. Il m'a dit écoute, sois le trésorier. Et puis à ce moment-là, on a rencontré Baptiste qui fait des couteaux d'art à Plouran. Ah oui, je voilà, vois. Et il est devenu voilà, et il est devenu le secrétaire. Et donc notre mission c'est de ramener un petit peu l'égarement qu'il y a eu autour de Rennes-le-Château, et je vais employer un mot fort, hein, mais beaucoup de conneries qui a été racontées autour de Rennes-le-Château. Donc c'est de ramener un petit peu ça à l'histoire mère, primitive si on veut dire. Oui. Voilà. Donc notre travail c'est de travailler on va faire un travail sur les faits, et puis après on laissera passer l'imaginaire. Voilà. Alors, comme tu as connu l'époque de Rennes-le-Château avant l'énigme sacrée, 2 ans avant, oui. Quelle était l'ambiance de Rennes-le-Château? Comment était-ce? Il y avait tous les anciens chercheurs de l'époque. Et tu as rencontré les personnages clés que tu as rencontrés. Il y avait encore. Il y avait Gérard de Sède, il y avait Gérard de Sède, parce que il y avait Gérard de Sède, il y avait Buton, il y avait Plantard qui venait, qui était très froid d'ailleurs, et qui discutait peu, voilà. Mais Buton, oui, Buton, c'était un homme que j'ai connu, que j'ai apprécié, qui nous ouvrait son domaine, on mangeait à l'intérieur, et puis après on avait droit il sortait sa carte avec le pendule, c'était un excellent orateur. Mais Buton, il a eu une. Alors, il y avait plus les trous dans la cuisine. Il y avait des trous partout. Jean-Luc Chauvin, il avait vu à l'époque en 72. Ah ouais, alors, il y avait des trous. Il y avait des trous partout. Oui, il y avait des trous partout. De toute façon, je crois que le domaine a été. Parce qu'il ne faut pas oublier que même Corbu aussi a fouillé un petit peu. Voilà, donc ils sont tous tombés là-dedans, quoi. Voilà. Et non, Buton il creusait, mais il creusait autour, voilà. Et le problème c'est qu'il rebouchait pas, quoi, voilà, on va dire. Donc, mais par contre c'était un orateur extraordinaire. Et il a eu une belle vie, parce que tous les matins qu'il se levait, il est resté un moment, parce qu'il a dû, j'ai pas la date exacte, mais il a dû vendre le domaine dans les années 90, un peu plus, deuxième partie de 90 même. Et tous les matins qu'il se levait, il disait je vais trouver le trésor. Voilà. Alors après il fait partie des vieux chercheurs, et la vie des vieux chercheurs sont souvent difficiles. Voilà. L'exemple de Jean Pelé qui était un personnage emblématique de Rennes-le-Château. Bon, il y a eu sa maison qui a brûlé, qu'il soit béni par les dieux, parce qu'il y a l'église la cloche de l'église qui sonne. C'est la tradition. Et du coup, voilà, il perd toutes ses recherches, qui n'étaient pas sur l'informatique et tout, etc. Donc c'était dramatique pour lui. Voilà. Les autres, alors Gérard de Sède, du coup, alors Gérard de Sède, c'était un peu un ours. Ouais. Voilà. Donc comme moi j'étais reporter, ça passait. Voilà. Donc j'ai eu plusieurs interviews qui ont été faites. À l'époque, c'était la librairie L'Empreinte, qui était tenue par Moreau. Oui, Sonia Moreau. Sonia Moreau, je cherche le prénom. Et il y avait aussi Alain Ferrat. Alain Ferrat, voilà, bien sûr. Voilà. Et donc il s'est toujours plié, entre guillemets, avec aisance à l'interview. Mais c'était un homme qui était quand même, on voyait, au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, on voyait quand même des fois qu'il regrettait ce qu'il avait écrit. Voilà, parce qu'après on a su que derrière tout, derrière lui, c'était Plantard en fait. Oui. Voilà. Et puis Plantard était très froid, alors il parlait pas trop. C'était un homme qui était très froid. Il était grand, froid. Et Chérizet, du coup. Ah, moi je l'ai jamais connu. Chérizet, ouais, c'était très rare. Moi je l'ai pas connu, Chérizet. Ouais, c'était avant. Voilà. Et surtout Plantard, bon, alors certains disent que c'était un érudit, etc. Mais ça a été le plus grand mystificateur de l'histoire de Rennes-le-Château. Oui, bah, mais bon, il a réussi son coup. Hein. Voilà, je crois que s'il reviendrait maintenant, il serait le plus grand surpris, mais le plus grand satisfait aussi. Voilà. Ben, c'est un mythe moderne. Ouais. Et dans les mythes modernes, il y avait aussi Elisabeth von Buren dans un autre contexte qui n'a rien à voir. Alors, en Bugarache, 1985,
C'était Apocalypse, là. C'est elle qui a lancé finalement, bien avant Jimmy Dieu, toute cette affaire un peu extraterrestre. Oui. Finalement, the Way to the Dimensions, là. Non traduit en français, d'ailleurs. Alors tu peux nous raconter, parce que tu l'as rencontrée à l'époque aussi. Alors, je l'ai rencontrée plusieurs fois, Van Buren. D'abord, c'est une femme très élégante, très classe, etc. Et en fin de compte, moi, je l'avais rencontrée notamment quand elle a sorti son petit livre sur le Sphinx. Oui. Voilà, donc à travers les paysages autour de Rennes, elle voyait des figures égyptiennes, voilà, etc. Bon, voilà, bon, moi j'adhère pas du tout, mais bon, il faut respecter le travail des autres. Hein, donc, oui, voilà. C'est juste pour l'histoire de. Voilà, donc, ça a été oublié. Ouais, Van Buren a été oublié. Mais Van Buren, c'est la fin qui est tragique. Parce que Van Buren, elle fait partie des chercheurs qui allaient passer de l'autre côté. Ici, on dit souvent, c'est le village qui rend fou. Bah, voilà. On peut basculer. Qui parle toujours qu'il faut faire une distanciation. Voilà. Depuis 84, j'en ai connu plein, ils ont brillé. Voilà. Voilà, il y a certains qui ont brillé. Et alors, Van Buren, elle fait partie des gens qui était à un moment donné, elle est passée de l'autre côté et elle est montée, donc elle se baladait avec un transistor souvent. Une robe transparente. Une robe transparente, etc. Et un jour, elle a traversé le village, elle était nue, elle s'est mise au pied de la tour Magdala, elle a dit je suis la Marie-Madeleine repentie. Bon voilà, donc à partir de là, c'est difficile. Voilà. Elle avait planté 132 roses, c'est ça? Alors, rosier à l'époque, à la fontaine voilà. des 4 lions. Là. Voilà, la fontaine des 4 lions. Alors moi, à l'époque, ce qu'elle m'avait dit, c'était qu'ici, elle avait ressenti que c'était un couloir tellurique et cosmique qui se croisait. Et qu'en prenant un bain, en se lavant de tous les péchés, on était purifié, on était comme ressuscité, grosso modo. Lavé de ses péchés. Ouais, c'est une résurgence, tu vois, voilà, lavé de ses péchés. Et bon, elle avait planté 108 rosiers. C'est 182, 83. On est à peu près là, ouais. J'ai pas la date exacte. La création de la fontaine, voilà. C'est dans ces eaux-là. Voilà. Il faudrait regarder. Et elle marchait en plus, la fontaine. Elle marchait une fois par an, elle la faisait fonctionner. On ne sait pas si c'est le ruisseau des couleurs qui les alimentait. Voilà, ça je peux pas. Ça en fait, on sait pas. Je sais pas. Ça je peux pas te répondre, je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'elle avait implanté les 120 rosiers et les 120, ça fait partie, les 108 rosiers, pardon, 108, ça fait partie un peu de notre corps, il divisé en 108 parties, sensibles, etc. Donc voilà. Donc oui, elle était. Et puis elle faisait des rencontres d'ufologie dans la tour. Alors, c'était quelque chose. Oui, il y a des rencontres ufologiques. Ouais, c'était quelque chose. C'était un ancien tour visigothique ou moulin, comme vous voulez. Donc on se retrouvait là-dedans, on était 30-35, on était serrés comme... et elle avait projeté des films, etc. Un jour, elle avait fait une croûte étoilée. Enfin, c'était une grande époque de Rennes. Voilà. Et après, il y a eu une autre phase que peu de gens racontent, mais la phase satanique, parce que le passage de l'an 2000. Oui, tu en as parlé. Voilà. Les années 90, ils avaient des guirlandes. Alors voilà, donc jusqu'au jour où je pense qu'il y avait des cérémonies occultes qui se déroulaient en contrebas de la tour. D'ailleurs, je suis allé il n'y a pas si longtemps, on voit bien qu'il y a une plaque avec un ancien hôtel qui est à moitié détruit. Et à partir de là, quand ils ont pris 108 pieds et qu'ils ont fait une guirlande avec, je crois que là, ils avaient dépassé... Et là, c'était où ça le site? Ouais. Voilà, alors ils avaient fait un premier site ici et un deuxième site qui était juste derrière le cimetière où il y avait l'ossuaire. Et à l'époque, c'était des buissons, tout ça, etc. Et donc, ils avaient fait un petit passage et ils avaient débroussaillé. Et c'était 10 mètres carrés. Et on retrouve encore actuellement alors ici, on ne trouve plus rien. Là-bas, oui. Ouais. Ici, il n'y a plus rien parce que ils ont fait un chemin, ils ont déblayé, ils ont arrangé, ils ont enlevé les herbes, tout ça. Enfin, voilà. Donc voilà, donc c'était une époque aussi, ça c'était... Et ça dure combien de temps du coup? Le passage en 2000. Ah d'accord. 99, 2000, passage 99, en 2000. Ouais. Voilà.
Voilà, ça a commencé à venir vraiment en 99. Et là, on sentait, c'était Alain Ferral nous disait, c'était vraiment occulte, la magie noire. Voilà, c'était vraiment, on sentait que les personnes étaient négatives. Voilà. Et puis après, l'an 2000 était passé. J'ai rencontré une personne qui m'a dit à l'époque, moi je ne me rappelle plus, j'avais pas d'ordinateur, ou je ne me rappelle plus, mais qui disait qu'il ne savait pas si l'ordinateur allait fonctionner à l'an 2000, tu vois, parce que les logiciels s'arrêtaient. On se rappelle du bug. Voilà. C'était du bug de l'an 2000. Voilà, mais c'est, voilà, donc il y a eu plusieurs vagues comme ça sur Rennes, mais ça attire quand même, le château, ça attire. Et Alain Ferral, alors, ça reste un personnage qu'on voyait en 88, hein, en 88, ici, là, cette fameuse procession avec sa maquette, et où il va ici, là, justement, dans le Marais, avec son numéro dans l'eau. Alors, Alain Ferral, le papa de Morgane, Mimi, sa maman, on parlait de Bernard, on parlait de Bution, ce sont des gens que j'ai eu la chance de connaître, qui pour moi ont été extraordinaires, j'étais jeune, hein, voilà, et Alain Ferral, il était c'était un artiste complet, parce que bon, il fait partie des enfants terribles, ça tout le monde le sait, mais il dessine, il chante, il compose, il sculpte, voilà. Après, je pense aussi, il s'amusait de cette histoire, parce que par exemple, il y a une anecdote qu'il m'avait racontée, il y a eu le vitrail de l'église qui commence à tomber, et à l'époque on lui demande de le restaurer, et c'est lui qui a rajouté la signature Sion, c'est SI avec la flèche ON, c'est lui qui l'a fait ça, et il a dit ça fera parler les chercheurs, il s'est pas trompé, hein. Voilà. Comme la bouteille de coca, voilà. on attend toujours voilà, comme la bouteille de coca qui est dans la clé, voilà. Il y a peut-être une bouteille de Château Rennes, plutôt. Mais par contre ce sont des gens qui ont marqué bien sûr, complètement. Puis c'était un arpenteur, on peut dire l'arpenteur dans le château, voilà, qui avait une connaissance comme des chiffres, il mesurait tout, quoi. Alors moi je l'ai incroyable, je l'ai en photo, puis de très bons dessins, très bons dessins. Ah oui, surtout dans le royaume des Clés des Morts, là, c'est extraordinaire. Chez Pégase. Chez Pégase. Et Michel Palais. Mais par contre, il passait des jours entiers à tout mesurer. On voit, il y a eu un livre, un hommage qui a été fait mais ça a été par Pégase, édité par Michel Palais. Donc on parle aussi d'Alain Louvel. Voilà. Dedans, donc je lui avais offert à Alain Louvel et je me suis acheté et je l'ai lu bien sûr, et il est très bien fait ce livre, très bien documenté et très bien, vraiment un très beau hommage. Mais Alain Ferral, ce qui est dommage, c'est quand ils ont fait le concert, parce que toutes ces chansons, ils ont été repris par un groupe. Oui. Et ils ont proposé de le faire donc il y a 2-3 ans, ça, dans la salle visigothique du château d'Hautpoul. Et là, on s'aperçoit que quand même les choses passent parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Les enfants terribles. Et Alain Ferral. Alain Infernal. Mais Alain Ferral fera partie, comme moi, comme tout le monde, des chercheurs qu'on oubliera d'ici quelques années, quoi. Voilà. C'est la vie, hein, voilà. D'autres personnages aussi qui ont été dans ces années 80, peut-être que j'aurais omis, qui te reviennent à l'esprit. Oui, il y a un personnage. Il y en a beaucoup, je pense. Est-ce qu'il y en a un certain qui. Il y a des anecdotes. Alors, il y en a un qui a il y a eu une conférence il y a 2 jours, on a parlé bien sûr du livre de Gérard de Sède, on a parlé du livre de Henri Lincoln, Les Nuits Sacrées. Et puis il y a un livre. Paul Saucez. De quoi? Non, tu parlais de. Les Nuits Sacrées, Henri Lincoln. Non, mais c'était la conférence, tu parlais de la conférence. Oui, pardon, c'était Paul Saucez, voilà. Qui parlait du livre de. Voilà, qui démontrait au niveau des parchemins que c'était des faux. Voilà. Et il ne faut pas oublier quand même, il y a un écrivain c'est un roman, qui a marqué aussi Rennes le Château, c'est Jean-Michel Thibault. Ah oui. Et Jean-Michel Thibault a fait quand même son histoire, elle est belle. La fin moins, mais son histoire elle est belle parce que c'est un Marois. Il vivait à Signes, donc c'est quelqu'un que j'ai très bien connu, qui venait manger à la maison, etc. Et il travaillait sur Rennes le Château. Il s'est fait éditer par Orban et
il a fait deux livres, Les Tentations de la Bessonnière et L'Or maudit. Il a un petit succès, le livre est 2 fois cité dans le livre du mois avec François Zir. Et il y a 2 télévisions, FR3 et une télévision allemande, qui achètent les droits et qui vont faire le feuilleton. Donc là, ça rentre dans les petits écrans. Voilà. Et tout le monde va connaître, il va faire connaître cette histoire au grand public, parce que Gérard de Seine, on va dire, c'est les initiés, c'est les chercheurs, Henri Lincoln, c'est les anglo-saxons, et Jean-Michel Thibault, c'est toute la France. Voilà. Et là, ça déferle. Voilà. Je ne parle pas de l'effet Da Vinci Code, que j'ai connu aussi, c'est autre chose. Et là, les gens vont monter. Ils vont monter en masse. Ils vont être déçus au départ parce qu'ils ne vont pas reconnaître Rennes-le-Château, parce que le film n'a pas été tourné ici, il a été tourné à Saint-Guilhem-le-Désert et à côté d'un petit village. Parce que l'histoire dit que Henri Bution avait refusé de faire l'équipe de tournage au domaine. D'accord. Voilà. Alors, pour ça, c'est la petite histoire, je ne sais pas si elle est vraie. Ça, c'est à vérifier. Et après, il y a eu le phénomène Da Vinci Code. Et le directeur d'Orban devient le directeur de Plomb. Et propose à Jean-Michel Thibault de rééditer son livre. Alors Jean-Michel dit oui, ils font un contrat, il dit moi je ne touche pas à une phrase, tu l'as dit comme il est. Et là, il va faire 1 200 000 ventes. Voilà. Donc c'est un personnage qui a vraiment marqué Sorène, et je crois que le trésor il est là, quoi. Voilà. Et Henri Lincoln aussi, tu as pu le rencontrer également, régulièrement. Alors Henri Lincoln, je l'ai vu au Jardin de Marie à l'époque. Oui, il venait souvent. Il venait très souvent, il faisait des conférences le soir. À l'époque, c'était Jean-Luc Robin, qui a marqué aussi l'histoire de Rennes-le-Château. Et Jean-Luc Robin et Jean Robin, c'était pas les mêmes. C'était pas les mêmes. Ils s'intéressaient au même sujet. Voilà. Alors Jean-Luc Robin vivait ici, et c'est lui qui a été aussi responsable du domaine de la Bessonnière, etc. Et puis c'était un gars très, très cultivé sur l'histoire de Rennes-le-Château, et puis très estimé, parti trop vite, je pense. Et par contre, j'ai oublié le fil, mais c'est pas grave, on va revenir. On parlait de... Ça m'a revenu. Henri Lincoln. Voilà, Henri Lincoln. Et donc, quand il venait faire une conférence ici, il n'y avait pas encore la façade comme elle était là, il y avait entre 200 et des fois 300 personnes qui l'écoutaient, etc. Donc il avait un petit projecteur, il faisait, voilà. Et puis lui aussi, au fil des temps, il a évolué et il changeait aussi en disant que l'histoire de Rennes n'est pas ce qu'au début, ce qu'il racontait, etc. Voilà. Et d'autres personnes aussi qui ont influencé l'histoire. Il y a Jean-Luc Chomeuil aussi, qui a fait beaucoup de travaux aussi. Alors Jean-Luc Chomeuil, je l'ai rencontré plusieurs fois, notamment à Toulon, quand il avait la fête du livre à Toulon, sur la place de Liberté. Mais je le connais mal. Donc je ne peux pas trop parler de Jean-Luc Chomeuil, mais je sais qu'il a eu une place importante à l'époque de Plantard, Chérissé et lui. Mais il y a dû certainement avoir des désaccords, parce que j'ai vu passer quelques... Après, il venait surtout pour le 17 janvier. Voilà. Sinon on le voit. Le 17 janvier, il vient en général le 17 janvier. D'autres personnages qui t'ont marqué sur cette commune de Château, peut-être D'autres personnages comme ça à froid, tous les gens qui sont venus à Rennes, parce que c'est incroyable. Alain Ferral un jour me disait, on était dans les années 82-83, et il me disait, de toute façon Rennes-le-Château va devenir un mythe, et il a eu raison. Et je suis toujours surpris de l'engouement de Rennes-le-Château. Ça ne désemplit pas, ça monte tout le temps. On retrouve des nouvelles thèses, les chercheurs dans d'autres choses, etc. En fait, à chaque fois, il y a un nouveau mythe qui arrive. C'est impressionnant. Ça commence déjà en 56 avec Pierrot Mignard. Après, en 62, bon, c'est Gisors, mais avec tant qu'il y a ceux parmi nous. Mais vite, en 67, il y a l'Or de Rennes. Le Triangle d'Or avec Chomeuil. En 74, c'est
Jean-Pierre Monteil, le deuxième à Christophe Château. Il y a Jean-Pierre Monteil aussi qui est très important. Alors Jean-Pierre Monteil, bon d'abord c'est un vieux chercheur. Qui voulait faire un grand domaine, un grand complexe ici à Château. Mais ça c'est après la vente de Bution. Voilà. Et Jean-Pierre, oui, il fait partie je pense, des plus anciens. Voilà. Parce que lors du colloque. Comme aujourd'hui, 45-44, ils sont lors du colloque de Terre du Rédé, on avait invité Pierre Corbu, Tatiana et Jean-Pierre. Une quatrième personne que je ne citerai pas parce qu'elle n'est pas venue, mais c'était des personnes qui ont connu directement Marie-Hélène Arnaud. Donc ça c'était intéressant, parce que je pense qu'ils ne sont plus beaucoup maintenant. Ah non. Ils sont plus beaucoup. Et Jean-Pierre, voilà, donc Jean-Pierre fait partie des deux chercheurs. Après, c'était des chercheurs, alors Jean-Pierre est arrivé, je ne sais pas en quelle année. Il venait de Nice, enfin, il était sur, il s'intéressait avec Jimmy Dieu, tout ça. Voilà, mais bien avant eux, il y avait Debrou qui était pas loin. Debrou, c'est cher, voilà, donc il ne faut absolument pas oublier. Vous avez aussi Chatillon qui creusait de partout. Voilà, ça c'est des vieux chercheurs, j'en oublie plein, hein, mais voilà. Jean-Pierre qui s'est fait connaître par Mystère, nationalement, par l'émission Mystère en 92. Oui, beaucoup, le petit écran, ça a fait beaucoup. Tous ces gens-là ont contribué à l'histoire de Rennes. Voilà. Et ça c'est très important. Alors moi je pense que c'est un endroit qui est assez unique au monde. J'habite dans le Var, je suis dans les gorges du Verdon, je vais régulièrement à la Sainte-Baume. C'est deux sites quand même qui sont forts, qui sont énergiquement, qui sont très très puissants. Mais il y a du monde, mais d'un côté on va plus trouver, c'est plus discret dans les gorges du Verdon, parce que peut-être c'est plus vaste aussi. Voilà. Donc là, il y a un engouement sur les Templiers, donc ça revient. L'île des Veilleurs, je vais te poser la question dessus après. L'île des Veilleurs, il y a un engouement Templier qui revient. Hein, voilà, donc voilà. Et la Sainte-Baume, c'est plutôt spirituel, religieux, et avec Marie-Madeleine, voilà, qui revient depuis qu'elle a été nommée apôtre des apôtres, mais elle revient sur un autre angle. Elle revient avec le féminin sacré, qui est complètement une branche complètement différente de la spiritualité qu'elle pouvait dégager Marie-Madeleine. Voilà, mais à Rennes-le-Château, ça part dans tous les sens, et constamment, quoi. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, quoi. Et puis après, l'énigme sacré 82, et après Da Vinci Code. La série de Pompon, là, c'est la série sur le gâteau. Alors, Da Vinci Code, à l'époque, c'était. Après, ça devient chaîne de râteau. Pour te donner un exemple, donc, bien sûr, je te parlais de Jean-Michel Thibault. Jean-Michel Thibault dit qu'il a inspiré, à l'époque, il dit qu'il a inspiré Dan Brown. Bon, c'est un tox. Je crois qu'un Dan Brown, il a pris pas mal de bouquins, il s'est inspiré, il a fait copier-coller, il a créé sa propre histoire, comme beaucoup d'écrivains font. Ils vont chercher d'autres histoires qu'il y a, puis après ils prennent un peu ça, ils prennent un peu ça. Il a fait moi, on m'a dit Axel, lis-le, tu verras, c'est pas mal. Je l'ai lu dans la nuit, ça va à 1000 à l'heure, c'est très bien écrit. Et donc, je dis ce matin, à l'époque, on me dit Axel, il faut que tu ailles à Rennes-le-Château et tu fais une photo, puis l'effet, c'est de Da Vinci Code, tu vois. Et donc, j'arrive le matin, mais il est 8h30, tu vois. Et il y avait du monde devant la librairie L'Empreinte. Et je dis, mais ils vont attendre parce qu'elle ouvre quand même beaucoup plus tard, tu vois. Ah non, ils n'attendaient pas, ils attendaient l'ouverture de l'église. D'accord. Il y avait déjà 100 ou 150 personnes qui attendaient l'ouverture de l'église. Ouais. D'accord. Oui. Mais après ici, ça a été monstrueux. Les filles Da Vinci Code, on se retrouvait avec des embouteillages monstres, plus de 100 voitures. Une fois, il y avait une concentration de motos, ils ont dit on monte tous à Rennes, voir par rapport aux Da Vinci Code, ils sont arrivés, ils ont envahi le village. Donc forcément, à un moment donné, il faut prendre des mesures. C'est un peu calmé là depuis. Alors, Rennes-le-Château. Différemment, quoi. Rennes-le-Château, c'est des hauts, des bas. Alors après, on en a oublié un, enfin j'en ai oublié plusieurs, mais que je faisais. Oui, beaucoup même. Mais il y en a un aussi qui a marqué l'histoire de Rennes et qui est aussi. On parlait de Michel Vallée aussi, qui est le chercheur. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est sans doute le Pégase. Avec qui a fait Jean Chaumet d'ailleurs. Voilà, et puis je pense que c'est le chercheur qui a le plus de documents sur cette affaire. Voilà, oui, voilà. Et mais Dafos,
Oui, Franck Dafos. Franck Dafos, ses thèses Ah bah, il y a André Douzé aussi. Voilà. Alors André Douzé, c'est sa maquette. Voilà, André Douzé, je connais moins. La maquette, elle est, bon, là, apparemment, elle fait fausse. C'est sujet à controverse. On va pas rentrer, je le connais pas. André Douzé, je peux pas me permettre. Dafos, je l'ai rencontré. Voilà, c'est un passionné de cette histoire. Et voilà, il a marqué toute une génération, parce que quand moi je dédicaçais mon bouquin ou quand je faisais des conférences sur Rennes-le-Château, les gens me disaient vous avez lu Dafos, vous avez lu Dafos, etc. Voilà. Et puis après, hein, il y avait aussi Thierry Garnier qui était Arthur de Gaillon. Voilà, lui aussi qui a travaillé pour faire connaître. Et les émissions de Jean-Claude Carton qui ont fait connaître, enfin qui reviennent un peu, non sur YouTube, qui dans les années 2005-2006, il y avait beaucoup d'interviews. Ouais, il y avait beaucoup. Et puis actuellement, on est sur beaucoup de jeunes. Donc toi, la Gazette avec Johan travail extraordinaire. Voilà, avec énormément d'archives. Je pense à Ludovic, à sa chaîne YouTube, Alexandre Rouge, etc. Je parle pas du contenu, hein, mais je parle de voilà. Donc c'est des jeunes qui manient bien tout ce qui est communication et ils font connaître l'histoire de Rennes. Et s'il y a autant de monde là, c'est grâce à eux aussi. Donc bien sûr. Voilà, donc des fois il faut remettre les choses à la place. Yannick, la chaîne des chercheurs, mais Yannick, voilà, il y a aussi moi je le connais pas, mais celui qui a l'épicerie à Rennes-les-Bains, tu dois le connaître. Bruno. Voilà, Bruno, lui aussi, il est passionné par cette affaire. Tous ces gens là qui il y a une nouvelle génération qui revient. Ah, elle est intéressante cette jeune génération. Bon, des fois, ça part un peu trop dans tous les sens, mais ils sont là et ils font vivre Rennes-le-Château. Et s'il y a autant de monde actuellement, et s'il y a toujours autant de monde, c'est grâce à eux. Voilà. On revient juste vers le Var. Le Var, mon pays. Pour l'île des Veilleurs, donc Alfred Weisen, j'ai un petit mot, Valgrose. Alors, oui, alors, ça, je bois un petit coup. C'est pas du rouge, hein, c'est de la grenadine. Voilà. Et l'île des Veilleurs, ça a marqué d'une génération de chercheurs qui sont venus en masse à cette époque au Verdon. Mais il faut te dire que Alfred Weisen, voilà, a été quelqu'un qui était un excellent parleur, beau parleur comme on dit, qui a un peu endormi tout le monde et qui est parti en laissant des dettes monstrueuses et qui a creusé un peu partout. Donc il y a eu l'après a été difficile parce que tous les anciens, les maires ne voulaient plus entendre parler de cette histoire. Ouais. Et là il y a un phénomène inverse. Tous ces anciens sont décédés. C'est des maires qui eux s'intéressent à tout cela. Pas forcément, mais qui ne connaissent pas. Et là il y a de nouveau il y a un renouveau, de nouveau les gens s'intéressent à cette histoire et les sites templiers du Gardon. Valcro c'est autre chose parce que Valcro, si on y va pour aller voir le tableau, on va être, je pense pas qu'on sera reçu avec le sourire, ni avec la pioche, ni avec le fusil, mais on va gentiment nous dire ici c'est privé, voilà. Mais il reste des sites extraordinaires et puis Weisen a donné une dimension autre que touristique au Verdon. Voilà. Il y a comme sur Arthuis avec ce fameux blason là, très particulier. On soupçonne aussi l'histoire de l'Arche d'Alliance à cet endroit-là. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Eridan. Alors déjà, il y a l'église Saint-André qui est en haut, il y a beaucoup de chapelles. Voilà. Et il y a l'église qui a été construite en 1864, c'est l'église de Saint-Phénomène, qui n'est pas reconnue, c'est une scène qui n'est pas reconnue par l'église actuellement, et pourtant elle porte le nom et Saint-Phélomène, c'est Phénomène. Tu vois, voilà. Et quand tu rentres dans cette église, effectivement, il y a deux représentations de l'Arche d'Alliance. Et ce qui est très curieux, c'est que dans les archives ecclésiastiques, il y a marqué peinture anonyme. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'a fait ça. Voilà. Et dans la fontaine du village, il y a un Graal qui est dessiné. Voilà. Donc ça a une relation avec le livre de Weisen, d'Alfred Weisen. Donc l'imagination là,
elle est fluctuante. Quoi, donc, dans l'Aude aussi, à Brenac, l'église de Brenac, il y a aussi l'Arche de l'Alliance avec la Coupe du Graal. Voilà. Bon, là, c'est plus récent. Et tu vois, ce qui est curieux, j'ai parlé avec Ridan tout à l'heure. Tu parlais des nouveautés, des livres. Moi, je sors une nouvelle collection qui s'appelle la collection 33. D'accord. Donc, ah, voilà, oui. Voilà. Donc, 33 lieux maudits. Voilà, les 33 lieux maudits. C'est pas 33 lieux maudits, c'est la collection 33, les lieux maudits. D'accord. Il y aura les Templiers et il y aura Marie-Madeleine. Je fais une recherche depuis des années sur Marie-Madeleine, sur la tradition provençale. Et là, dans les archives ecclésiastiques, je m'aperçois qu'il y a une église hein, qui est dédiée à Marie-Madeleine, ailleurs. Donc, je dis à Eridan aussi, qui est un chercheur et qui connaît bien l'histoire du Var, il me dit, ben non, je ne connais pas, etc. Donc, c'était le prêtre Philippi, j'envoie un petit message, il me dit, oui, venez à telle heure, l'église sera ouverte. Donc, on arrive dans cette église dédiée à Marie, qui est assez récente, mais une fresque magnifique, où on voit Marie-Madeleine avec la grande chevelure, bien sûr, rousse, le tombeau vide. Sur le côté gauche, on voit un arc-en-ciel avec Jérusalem, donc Jérusalem céleste. Et de l'autre côté, on voit le village de Combs avec le Graal. Donc c'est quand même assez bizarre. Ouais, donc là, il faut que je contacte la personne qui a fait la peinture pour savoir pourquoi elle a représenté le village de Combs et le Graal. D'autres lieux du Var qui t'ont marqué? Beaucoup. Bah, certains lieux, deux marqués. Alors, il y a un endroit qui est particulier, qui est très très peu connu, c'est l'église troglodyte de Saint-Michel sous terre. D'accord. Qui se situe au bord de l'Argence, entre le Toronnet et Vidauban. Parce qu'il y a beaucoup d'Argence pour faire sur Argence. C'est la rivière, hein. Voilà, c'est la rivière, c'est le ça. nom de la rivière. Voilà. Et le nom Argence vient des herbes. Quand elles se penchent et qu'elles vont dans l'eau, elles deviennent argentées. Voilà, donc argenté, argent. Voilà. Ça vient de là. Et dans un endroit, tu as eu à un moment donné, on le sait, hein, sur l'épopée des Templiers qui ont été arrêtés. L'histoire dit qu'il y a 4 Templiers qui ont fui le château d'Astros, qui est un domaine qui appartenait aux Templiers, et ils se sont réfugiés dans ce trou et ils ont créé la chapelle troglodyte. Donc ils sont restés là un dernier temps, et c'est le dernier Templier serait parti dans le Verdon. Elle a dit que c'est Bourguignon, que le dernier Templier aurait été mort à Châteauneuf-les-Moussiers, un village assez incroyable dans les gorges du Verdon. Et ce lieu, il a toujours attiré, parce qu'il y a une légende qui dit que c'était le lieu des armettes, les armes métaux en provençal. Et les armettes, c'était ceux qui, avant de rentrer au paradis, avant de rentrer au purgatoire, ils attendaient leur tour. Et pour attendre leur tour, l'âme allait dans ce trou, dans cette grotte. Vous voyez, donc c'est chargé. Voilà. Les anciens du Canet et du Canet des Morts et du Toronnet appelaient le lieu l'antre du diable, tu vois, parce qu'on disait qu'il y avait une grosse présence du diable à l'intérieur. Et c'est devenu après donc un refuge pour les Templiers, c'est devenu un refuge pour les prêtres réfractaires, ça a été un refuge pour un lieu satanique, et ça a été un rassemblement de loges. D'accord. Donc ce lieu, il est hyper chargé et il est incroyable. Ce lieu est incroyable. Si je dois citer un lieu assez incroyable, c'est celui-ci. Et le deuxième lieu, ça va pas plaire à tout le monde parce que tout le monde ne veut pas en parler, c'est, les gens pensent que la première abbaye qui a été construite en Provence, c'est le Toronnet. Pas du tout. Je n'ai parlé tout à l'heure, c'est l'abbaye de Floriège, qui est au-dessus de Tourtour. Et là, il y a un gros mystère. On ne sait pas pourquoi les moines qui étaient à l'abbaye de Floriège avaient tout, sont allés subitement au Toronnet. Et le premier abbé du Toronnet, c'était un moine qui était à Floriège, c'était l'abbé Guillaume, où il y a toujours son tombeau actuellement à l'abbaye du Toronnet. Voilà, je crois que il y en a plein, mais si on me dit ces deux sites, voilà, qui me marquent particulièrement. À part la Sainte-Baume. Oui. La Sainte-Baume, c'est encore pas. Sur une conclusion, on rappelle
Terre de Redae, donc le magazine, hein, Oui, alors le Terre des Radés, je ne veux pas tout dévoiler, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut le retrouver à la librairie des chercheurs. Alors, on peut le retrouver le tome 1, on peut adhérer, bon, voilà, l'adhésion va permettre de faire le colloque, ça c'est important. Il y a un site internet il va avoir, non, il n'y a pas de site internet, il y a une page Facebook, etc. Là, on a réussi à avoir tous les numéros, donc on va faire un livre avec tous les numéros qu'on va vendre, parce qu'il faut bien rentrer un petit peu dessous pour pouvoir faire des choses. Et notre mission, voilà, la première chose qu'on va travailler, c'est de remettre le cœur de Marie d'Arnaud qui a été volé. Ce cœur a été volé 2 fois. La première fois, il a été mis, il a été volé. C'est Henry Lincoln qui l'a offert. Et là, il a été de nouveau volé. Donc, on aimerait bien, au-dessus de la tombe de Marie d'Arnaud, de remettre ce cœur. C'est des petites partitions symboliques, mais importantes. Parce que beaucoup de choses disparaissent, mais on ne les remet pas en place. Donc, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. C'est comme on en parlait à la Villa Béthanie, ce fameux Mucha qui s'est volatilisé. Il y a plein de choses qui, dans les années 80, étaient là, qui ne sont plus là. Alors, Mucha, là, voilà, l'esprit du printemps de 1894. Moi, je vais employer. Il est parti. Je vais employer quelque chose. Il a été dérobé. Je ne veux pas te dire qu'il a été dérobé, mais ce que je peux te dire, c'est que entre les photos des années 80 du domaine et maintenant, il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien. C'est pauvre. Donc il faudrait peut-être... parce que ça fait partie aussi de l'histoire, tout ça. Il y a beaucoup d'objets qui ont disparu, beaucoup. Alors comment, pourquoi, je ne suis pas là pour... Voilà. Mais énormément, et dont la tapisserie de Mucha. Donc Mucha, c'était en quelle année du coup? Alors Mucha, moi, à l'époque de Jean-Luc Robin, elle y était. C'est Jean-Luc Robin qui, lui, il ne savait pas où la mettre. Et il l'a mis dans la cage d'escalier qui monte aux chambres, dans la Villa Béthanie. Voilà. Et après, donc je pense que quand il y a eu la mairie qui a acheté je pense que c'est dans les années début 2000 qu'elle a été dans la pièce principale, avec les tapisseries de Mucha, dites de Mucha. Et je pense dans les années 2008, d'après ce que j'ai compris quand j'ai rencontré le maire de l'époque, donc le maire actuel, hein, on peut le dire, ça a été un prêt et les propriétaires ont voulu récupérer cette tapisserie. Ce qui est dommage, qu'on aurait pu faire une copie ou peut-être trouver un arrangement pour qu'elle y soit, parce que elle date au moment de la Bessonnière et elle était importante, je pense. Et puis elle est importante parce qu'il y a ce fameux diable avec, qui est dans l'eau, on ne le voit pas forcément de suite. Hein. Mais non, on le voit pas de suite. C'est très intéressant cette peinture avec les femmes derrière. Alors bon, maintenant, avec les moyens... Qui a été oublié. Hein. Oui, et puis avec les moyens actuels, beaucoup de gens ont des photos. Moi j'ai des photos, on pourrait tirer une tapisserie, voilà, en expliquant que voilà. Mais voilà, il y a des fois des choses très surprenantes à Rennes, et je pense qu'il faut vraiment aimer cette histoire pour la protéger. Bien sûr. Voilà. Vous êtes là pour ça aussi. Oui, ouais. Eh bien, merci beaucoup, Axel. Je vous remercie beaucoup. Ça a été un plaisir. Voilà. Et à bientôt. À bientôt.